Shalom, assalamu alaikum, bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes le lundi 10 février 2020 et toute cette journée est une action de grâce à l'endroit du Seigneur qui nous a fait, qui nous fait et qui continuera sûrement à faire pour nous des merveilles. L'occasion pour nous de nous rappeler et de saluer de manière filialement reconnaissante notre pater Sousou Vifan Bolo Adjrala Maïto et notre mater Marie-Sara Fiaousoude Né Gogo, à notre chère épouse, à nos adorables filles et à vous toutes et à vous tous, femmes et hommes de bonne volonté, avec et parmi qui nous faisons le chemin au jour le jour et que nous ferons ensemble de grandes choses. À la technique aujourd'hui, Vitogbe Kokou Michel Tomega et Géro Dakucha qui nous accompagnent, et avec au studio les confrères arrivés que je vous présente dans l'ordre d'arriver au studio. Donc Alirou Morou Tchakala de Courrier de la République paru aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci. Lucien Jossou Vincent de Le Combat du Peuple. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Uriel Nyang de Méga Info. Bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Canal FM. Vous oubliez les auditrices? Auditeurs, il y a tout dedans. Non, saluez particulièrement les auditrices, à commencer par votre épouse. Ok, donc bonjour donc à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci beaucoup, nous attendons le quatrième confrère, mais déjà un ami vit à nos côtés aujourd'hui pour nous éclairer un peu avec son art cette émission. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour Sas, comment est-ce que vous allez? Comme vous nous sentez. Et vraiment, je salue tout le personnel de la radio Canal FM. Merci. Et sans oublier aussi mes frères qui sont sur le plateau. Merci. Et ce matin, c'est vrai, c'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là ici. Vraiment que Dieu nous bénisse nous tous. Merci. Alors, qu'est-ce que les auditrices, auditeurs peuvent savoir de vous en une minute? Ok, bon, c'est comme là, vous venez de le dire, je me nomme Théo Senghor et je suis évangéliste et plus précisément aussi, bon, je ne me suis pas, ou bien je ne suis pas dans l'œuvre de Dieu seulement, je suis déclaré en douane également aussi. Vous travaillez? Oui, je travaille. Je travaille au port. Voilà. Merci. Mais pour jouer franc jeu, vous m'avez confié, puisque la semaine dernière, vous avez animé une rencontre avec la presse. J'ai cru comprendre que de façon citoyenne et civique, vous optez plutôt pour l'un des 7 candidats qui parcourent le pays pour nous séduire pour l'élection du 22 février prochain. Oui, c'est vrai. L'autre fois, on a fait une sortie de presse et pour expliquer un certain nombre de choses à la presse. Et franchement, comme vous venez de dire, c'est vrai. C'est une association. C'est une association des serviteurs de Dieu et prônons la paix et l'alternance dans notre pays, le Togo. Et je voudrais encore le réitérer, la paix et l'alternance dans notre pays. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. Nous prenons tous la paix et l'alternance dans notre pays. La paix, nous la saluons, nous la souhaitons davantage. L'alternance, nous verrons au soir du 22 février s'il y aura alternance et quelle couleur prendra cette alternance. Didier Assokba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour aux aînés en studio, bonjour à l'homme de Dieu également. Merci. L'actualité faisant, la grande partie de cette émission sera consacrée à la campagne électorale. Nous en sommes aujourd'hui, si je ne me trompe, au 5e jour. Eh bien, quels sont les premiers signes qu'on peut noter et décrypter tout au long de cette campagne? Ce sera notre émission aujourd'hui, mais le temps quand même que nous partageons avec vous 2 ou 3 questions de proximité.
Commençons par ce que partage avec nous le confrère, l'économiste paru aujourd'hui même, et qui nous écrit à la page 2, rapport de la Banque mondiale, et le journal part du dernier rapport intitulé The Development Podcast, publié par la Banque mondiale. Et ce rapport qui vient de confirmer le Togo comme l'un des meilleurs endroits au monde où il est propice et facile de créer une entreprise. Cette information nous intéresse parce que nous avons des informations un peu contradictoires sur les considérations macroéconomiques dans notre pays, du point de vue du gouvernement relayé par certaines institutions, notamment la Banque mondiale, encore une fois, qui a publié il y a quelque temps le rapport Doing Business, toutes ces informations qui fixent la place togolaise comme désormais fréquentable. La preuve encore que le gouvernement évoque le gouvernement maintenant qui va chasser des capitaux sur le marché international. Ça, c'est le côté pour, mais le côté contre. D'autres, certains disent que toutes ces considérations n'arrivent pas encore à se faire sentir dans le panier de la ménagère. Voilà, Alirou, nous donnons les informations dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui, par son rapport The Development Podcast, qui vient de confirmer que la place togolaise est fréquentable pour le monde économique. Oui, c'est vrai que ces institutions, c'est sur la base de certaines données qu'ils essaient de classer les pays. Mais c'est bien, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que n'importe qui voudra créer sa petite entreprise puisse le faire en si peu de temps. Si je ne m'abuse, en 24 heures, on peut créer sa structure. Mais je crois que l'euphorie ne doit pas être trop grande. Et quand ces classements-là viennent à se faire, il faut voir combien d'entreprises ou bien de sociétés créées arrivent à excéder le temps d'un éclair. Ça se pond comme des œufs, ces entreprises, mais du lever au coucher du soleil, peu sont ceux-là qui tiennent le coup. Donc, je crois que créer une entreprise, c'est une chose, mais faire durer sa structure qu'on crée dans le temps, ça n'est une autre. Donc, il faut aujourd'hui qu'un accompagnement sérieux. Il faudra aussi qu'au niveau de l'OTR, on puisse aussi desserrer les taux qui compriment les structures. Parce que vous créez votre structure aujourd'hui, c'est bien beau, vous êtes tout content, vous avez le sourire aux lèvres que j'y suis, mais à peine vous mettez la clé dans la serrure pour commencer que les agents de la fiscalité viennent se pointer là avec tous les tracas que cela vous impose. Donc il y a certains qui ferment avant terme. Donc vivement que ces conditions-là continuent, mais c'est le suivi qui compte. Il faudrait quand même que l'État aussi fasse un suivi de toutes ces structures-là qui se créent pour qu'elles prospèrent. Là, ça serait source de création, d'emplois d'abord, et puis de richesse dans le pays. Mais quand on crée, deux jours après, on ferme, je crois que ça ne fait pas sérieux. Merci. Les données macroéconomiques qui sont au vert, mais dans les couches sociales de la base, ça clignote un peu. Au niveau de l'État, on en est conscient, c'est pourquoi divers programmes et projets sont faits. Ainsi en est-il de projet TIMO, le projet de travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui vient de lancer des projets donc visant à intégrer jusqu'à 6000 personnes. Ce projet qui s'inscrit dans l'axe 3 du plan national de développement qui vise à consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Et pour ajouter à cela, il y a ces projets lancés par l'ANADEP ces derniers temps qui consistent à offrir des repas chauds dans des quartiers les plus vulnérables. Lucien Diossou-Minsan pour dire que au niveau macroéconomique, leurs données sont au vert, mais il y a un réel effort de faire descendre la macroéconomique jusque dans la poche et dans l'assiette de nous tous. Je crois que si aujourd'hui la Banque mondiale parle du Togo en termes positifs, c'est parce que c'est une réalité. Nous connaissons notre pays. Le Togo avait été spanché par les organisations de Bretton Woods pendant 15 ans. Pendant de nombreuses années, on ne parle même pas de notre économie.
Si aujourd'hui on commence à en parler, c'est que c'est une réalité. Parce que ces organisations internationales ne font pas du cadeau. Ça, c'est un. Deux, nous ne devons pas être euphoriques, puisque nous ne sommes qu'au début. Deux, parce que maintenant, on dit, les conditions sont réunies pour créer une entreprise dans 24 heures. C'est bien. Toi qui te lèves pour aller créer une entreprise, il faut que et si certaines conditions soient réunies à ton niveau, ce n'est pas faire compter sur l'État pour créer une société. Ce n'est pas l'État, ni français, ni américain, qui aide les gens quand ils créent la société. On crée une société parce que c'est une initiative privée. On est sûr du marché. On est sûr d'avoir un petit fonds. Et ce qui est important, d'abord, il y a la facilitation de créer la société. Par exemple, pour créer un journal, tu peux tout de suite avoir le récépissé aujourd'hui. Mais si tu n'as pas d'argent pour acheter le papier, si tu n'as rien, d'accord. Maintenant, moi, j'ai par exemple une entreprise de presse. Et j'ai eu les papiers, j'ai transformé mon journal en entreprise de presse. Et je peux vous garantir que quand j'allais prendre mes cartes, je savais qu'il y a un temps où l'auteur peut donner de l'argent. C'est pas le micro. Ce n'est pas parce que j'ai créé au bout d'un an que l'auteur arrive. Non. Si peut-être mon confrère n'est pas très bien au courant des choses, il peut se renseigner. Maintenant, pour terminer, c'est un problème réel. Au Togo, comme en Afrique, quand on parle de taux de croissance, de ceci, pour que ça vienne dans le panier des ménagères, il faut vraiment saisir l'opportunité, initier une nouvelle politique pour que ça rentre. Parce que je prends le cas, par exemple, de... Vous allez terminer par là? Oui. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui est un pays à taux de croissance 12, 8, 12, depuis Ouattara. Tous les jours, j'entends, ils se plaignent qu'ils n'ont pas ça dans le panier de la mer. Merci. Donc, il faut penser sérieusement à ça. Merci. Nous donnons les données. Ce qu'on nous dit, il y a dans le chiffre, rentre dans les paniers de la mer. Nous parlons des données macroéconomiques, mais également les préoccupations des populations à la base. Et Uriel Enyang, tous les 7 candidats qui écument le pays, qui parcourent le pays dans tous les sens, ils toucheront du doigt certaines réalités du Togo profond, surtout que ils vont jusque dans les cantons, des fois très reculés. Oui, d'abord, le classement Doing Business a tenu compte de certains critères, notamment les réformes dans notre pays. Ensuite, l'avancement des réformes au niveau du foncier et enfin l'extension du réseau électrique. Ça, on ne va pas confondre avec les autres aspects. Moi, je veux me pencher plus sur la création des entreprises, ces entreprises-là qui n'aboutissent pas, ces entreprises dont parle M. Tchakala en disant qu'ils ne font même pas de temps d'éclair. J'avoue que c'est là le problème du Togo. Vous savez, créer une entreprise, c'est très facile. Mais obtenir un marché ou des marchés pour faire vivre votre entreprise, c'est là le souci. Le souci parce que la corruption est à haute dose. C'est les mêmes personnes qui ont des marchés, ils font vivre leur entreprise. Et les nouveaux venus, parmi eux, certains rentrent dans le cycle, dans le réseau, d'autres restent jusqu'à mourir en quelques mois. Et puis, on est là toujours, on dit, bon, c'est facile de créer l'entreprise. Le problème premier, c'est la corruption au niveau de l'attribution des marchés. S'il n'y a pas ça, ils le savent, ils le savent. Donc, il faut que le Togo arrive à combattre sérieusement cette corruption à ce niveau pour que les entreprises... Un réel besoin d'inclusivité socio-économique, de justice sociale, offrir les mêmes chances à tous les Togolais, opérateurs économiques surtout. Encore une fois, ce clin d'œil aux candidats, comme ils sont sur le terrain, ils touchent les réalités et espérons que les populations ont également le courage d'exprimer certaines de leurs préoccupations réel à tous ces 7 candidats. Une préoccupation que les candidats vont rencontrer, en tout cas que le ministre en charge de l'agriculture, Noël Koutera Bataka, connaît, c'est les problèmes que nous pose la transhumance. Nous en débattons ici, les populations s'en plaignent et nous avions l'impression qu'au sommet de l'État, on ne nous suit pas jusqu'à la fin de la semaine dernière quand le ministre Koutera rend public un communiqué à l'endroit de ces éleveurs-là, les propriétaires des gros bétails, les éleveurs transhumants. Et Forum de la semaine en parle aujourd'hui, vers des peines de prison pour les bouviers et les propriétaires de troupeaux. J'en ai également lu sur votre lien, Didier Assogba. Togo Breaking News a consacré une dépêche à cette sortie du ministre Koutera Noël Bataka. À la nomination du ministre Noël Bataka en janvier 2019,
nous avions justement écrit un article pour lui dire que le problème de la transhumance sera le premier défi qu'il devrait essayer de relever au niveau de ce poste-là, parce que, bon, quand on parle du PNIASA, maintenant PNIASAN et tout ce qu'il y a, PPP, PASA, PPAO, PADAT et tout ça, ce sont des projets qui existent et dont on connaît déjà l'efficacité pour les uns et l'inefficacité pour les autres. Maintenant, le problème de la transhumance, il n'y avait pas ces projets, mais nos parents quand même cultivaient les champs. Et le réel problème, c'était la transhumance qui est devenue, et vous voyez les troupeaux qui débarquent dans un domaine, dans un champ, et qui dévastent. Le doyen en a tellement parlé ici, il en a été victime. Non seulement il en a parlé, mais il en a vécu juste voilà. Il a vécu. Sa maison. Et donc, on en a parlé sur plusieurs années, et nous sommes heureux maintenant de savoir que les autorités ont décidé de prendre cette mesure-là. Parce que pendant longtemps, le Togo a essayé de jouer au tolérant, parce qu'on ne peut pas interdire la transhumance, donc il faut laisser faire, question de sécurité dans la sous-région, et plein d'autres arguments avaient été avancés. Mais on ne peut pas laisser les gens venir, détruire les champs des producteurs comme ça, impunément, et partir. Aujourd'hui, la mesure a été prise. Si un bouvier, c'est le troupeau d'un bouvier arrive dans un champ et dévaste, il pourrait être emprisonné, non seulement lui, mais le propriétaire également, c'est-à-dire celui qui détient, et c'est là où ça devient intéressant, je voudrais dire, c'est les troupeaux qui se sédentarisent chez nous ici, qui sont même détenus par des hautes autorités, des hauts perchés, des hauts gradés, qui sont devenus des éleveurs et qui font venir juste quelques bougies de l'étranger pour conduire les troupeaux ici. C'est là ça devient intéressant. Et nous voulons voir jusqu'où peut aller le ministre Bataka si des troupeaux d'un haut gradé, d'un haut perché, d'une haute autorité vont dans le champ d'un citoyen lambda, d'un producteur et dévastent des choses. Si on peut emprisonner non seulement le berger, mais si on peut emprisonner également le détenteur de ces troupeaux-là, et nous allons voir jusqu'où peut aller le ministre dans l'application de cette mesure. Parce qu'on en parle, on a parlé des réformes tout à l'heure. L'autre problème du Togo réside dans ça. On prend des mesures très intéressantes, on prend des réformes alléchantes. C'est-à-dire que si vous prenez la plupart des tests que le Togo s'est doté, il n'y en a pas 2 dans la sous-région. Mais le véritable problème reste dans l'application, qu'on fait des tests, et c'est là que nous attendons maintenant. Merci. Ce communiqué de presse du ministre doit être connu de beaucoup de personnes. Nous en donnons quelques petits extraits. Quand Forum de la Semaine écrit, paraphrasant que à partir de maintenant, pour tout incident causé par un troupeau de bœufs, le bouvier et le propriétaire, s'il vous plaît Lucien, pour tout incident causé par un troupeau de bœufs, le bouvier et le propriétaire du troupeau seront arrêtés et traduits devant la justice. Le troupeau incriminé sera saisi et vendu aux enchères. C'est entre autres l'une des précisions que donne le ministre Bataka, avec l'espoir que cette mesure sera effectivement suivie, parce que nous en avons trop. La semaine dernière, c'est un notable qui est venu de Kpomé à PME qui se plaignait que des bouviers violent impunément les femmes. À Kpomé à PME ici, des images circulent, des bouviers qui coupent les mains aux paysans, les champs qui sont dévastés. Alors pour une fois, le ministre Bataka, et je suppose c'est tout le gouvernement, qui sort de leur torpeur pour dire que les préoccupations des populations sont écoutées. Lucien. Ça, c'est le problème là, tu fais de la littérature. Moi j'ai vécu, c'est-à-dire ceux qui sont du village, nous qui vivons dans les villages, on comprend le problème, ce n'est pas à Lomé. Tout ce que tu dis là, les gens, écoute ça, le passe ici, ça sort. Si tu es villageois, si tu es campagnard, quand tu vis dans les campagnes, tu connaîtras le problème des bouviers. Le problème des bouviers se situe sur 3 axes. Oui, on sort des textes, les textes ne sont jamais applicables. C'est lié à quoi? À une justice paralysée, corrompue. Le problème, c'est le problème de la justice. Le ministre a pris un texte réglementaire. Ce n'est pas à lui de l'appliquer, c'est les citoyens de porter plainte. Si les citoyens portent plainte, que la justice ne marche pas. 2. Le problème de la transhumance est un faux problème. Il y a longtemps que le terme transhumance existait, mais comme tu viens de le dire si bien,
les officiers supérieurs, les magistrats, les ministres ont récupéré le job. C'est-à-dire que ils ont pris le levage des bovins pour eux. Et à chaque fois, on nous parle de transhumance. Tout ce que nous avons comme bœufs, c'est des bœufs sédentarisés. Et voilà. Le problème est que lorsque le ministre a bien écrit sur son papier qu'il faut prendre le bouvier nous le prendrons puisque j'en ai pris. Mais quand le bouvier ira à la justice et qu'on découvrira que le magistrat est le propriétaire des bœufs, c'est là va commencer le problème. Donc, tout le vrai problème, c'est que laissons les transhumants. Les transhumants, quand ils passent, ils ne sont pas arrogants. C'est ceux qui sont sédentarisés, qui comptent sur leur patron, colonel, tout, pour embêter, violer, comme tu le dis, les femmes. Bon, le problème est que quand on porte plainte, il faut que notre justice, pour une fois, bouge et applique les lois de la République. Merci, merci. Alirou, un petit complément là-dessus? Non, par rapport à cette belle disposition prise par le ministre, je voudrais bien croire, mais je reste le Saint Thomas. Je voudrais voir les premières mesures s'appliquer d'abord avant qu'on ne dise « Ah tiens, le ministre tient le bon bout ». Sinon, c'est tout un réseau, hein. C'est pas vous et nous qui avions ces troupeaux-là. C'est des hauts gradés. C'est ces ministres, c'est ces officiers supérieurs-là qui ont ça. Donc, je veux, c'est qu'il y aura toujours ces problèmes sur le terrain. Mais nous voudrions qu'un jour on nous montre que voilà, la note du ministre a commencé à prendre effet et qu'on nous montre certains qui ont été... Sinon, les bouviers dévasteront toujours les terrains avec leurs troupeaux. Il y aura toujours viol. Mais ce que nous souhaiterions, qu'on montre certains qui vont servir de cobayes par rapport à cette disposition. Sinon, bon, tout ça là, on a déjà entendu. Les ministres sont venus ici dire que nous allons sévir, mais ces bouviers là restent plus forts que les propriétaires de champs et qui se plaignent. Donc, nous voudrions bien y croire, mais nous restons Saint Thomas, que les mesures s'appliquent d'abord avant qu'on avise que il ne faut pas que le s'il vous plaît, parlez l'un après l'autre. Il ne faut pas que le CB. Non, je vous dis le secret. Respectons le temps de parole de chacun. Non, il faut que le CB déconseille les citoyens de porter là. C'est le nœud du problème. Écoutez, Lucien et Tchakala, c'est comme si apparemment le Togo n'a plus de troupeaux. Le Togo n'a plus de troupeaux qui nous viennent de l'extérieur. C'est plutôt nous autres ici qui élevons et qui avons récupéré le job pour parler comme Lucien Dossoumensan, et des noms, des corps de métier ont été cités par les confrères, des magistrats, des militaires haut gradés, pour ne pas dire de grands directeurs, pour également non plus des ministres anciens ou nouveaux, peut-être à venir. Alors pour une fois, Uriel Nyang, est-ce que vous êtes optimiste que le ministre Bataka verra à ce que la mesure qu'il vient d'annoncer soit prise, soit effectivement mise en œuvre, s'il s'avérait que ce sont de gros bonnets qui seraient effectivement propriétaires de ces troupeaux? Ça, moi, là où se situe le problème actuellement, c'est que vous parlez d'une mesure, une mesure qui a été prise par un ministre. Est-ce que cette mesure aura force de loi lorsque surviendra un problème et que les gens se retrouvent à la justice? On parle d'une mesure, on ne parle pas d'une loi. C'est un ministre qui a pris une mesure. On comprend ça très bien. Devant un avocat, c'est la moindre des choses. Il va leur démontrer qu'il fallait que ça soit adopté par le gouvernement, voté par l'Assemblée nationale, que ça devienne une loi pour être appliqué. Ça, si M. Noël Bataka veut être plus sérieux dans ce problème-là, il n'a qu'à aller plus loin pour que la loi soit adoptée et votée pour être appliqué. Donc qu'il élabore un projet de loi pour mieux réglementer maintenant ce phénomène. Sinon, cette mesure n'aura pas force de loi. Merci, ça c'est les avis des confrères journalistes. Maintenant, l'avis du citoyen que vous êtes, Évangéliste Senghor. Merci beaucoup, Saf, pour cette explication. Bon, moi, personnellement, en tant qu'un serviteur de Dieu, et je salue vraiment vivement la décision du ministre Badaka. Et vous voyez, nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans le 2e mois de l'année 2020. Vous voyez, dans la vie, Dieu passe par une personne pour amener des réformes. Je voudrais encore le réitérer. Dieu passe par une personne, dans une nation, dans une famille, pour amener des réformes. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui,
le ministre Badaka a fait sortir vraiment, a écrit, et disant que vraiment il y aura une loi qui va punir ceux qui vraiment. Il a annoncé des mesures pour sévir contre. Bon, je parie que le ministre Badaka, lui seul n'a pas pris cette décision. Il est parti voir, peut-être qu'il a pris en contact avec le ministre Plus Agbetome, qui est de la justice, et ensemble ils se sont discutés, ils ont pris une mesure. Vous voyez, donc je vais dire que non, que nous n'allons pas trop polémiquer là-dessus. Nous allons entendre que le Seigneur vraiment puisse agir. Et si c'est vrai, la décision puisse aller là, nous allons remercier le Seigneur. C'est ce que j'ai quand même pour ajouter. Merci. Maintenant, nous abordons le long chapitre de la campagne électorale. Cette campagne qui a été officiellement ouverte le jeudi, c'était le 6 février dernier. Nous en sommes aujourd'hui au 5e jour. Alors que peut-on retenir de ce début de campagne? Le journal Togo Matin qui écrit par exemple à sa une que en dehors campagne électorale en dehors de Fort Gnassingbé, Fabre Jean-Pierre est le plus visible pour l'instant sur le terrain. Et le confrère Nouvelle Opinion lui relève à la page 4 que toujours écho de la campagne au MCD du candidat Tchassona Traoré, on opte plutôt pour le porte-à-porte. Autre candidat qui a été en deuil, qui a enterré sa maman le week-end, c'est Dr William Kwesa, qui a enterré sa maman samedi et qui a maintenant peut-être le temps pour lancer sa campagne. Agbayome Kodjo a lancé sa campagne, a ouvert sa campagne le vendredi, et selon son calendrier que nous avons, il doit être dans la préfecture des lacs Vaux et Yoto les jours prochains. On a vu le candidat comme Yolu faire le porte-à-porte sur quelques marchés le week-end dernier. Voilà les premiers échos qu'on va avoir sur la campagne. Mais toujours sur la campagne, il y a ce que les temps, le confrère Les Temps Nouveau écrit: campagne électorale sur fond de violation du code de la route. Alors certains caravanes qui occupent la rue, est-ce que les candidats ont pris le soin d'en informer l'autorité locale et que les populations soient informées que telle caravane de tel candidat va emprunter telle artère à ce moment précis? Et puis les échos de la campagne, si les informations véhiculées par les réseaux s'avèrent, il y a les convois du candidat Fort Gnassingbé qui ont connu des accidents plus ou moins mortels dans la Bina, chez vous, Uriel Enyang, le vendredi. Un véhicule de 15 places apparemment surchargé, je dirais même un véhicule de 15 places surchargé a fait accident. On a noté des morts et des blessés plus ou moins graves. Et le week-end, c'est également le convoi dans lequel se trouvait le ministre de la Sécurité, Yak Dameham, également connu un accident. Voilà quelques faits malheureux qui émaillent ce début de campagne. Uriel Enyang? Oui, un accident de la route, c'est un fait qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas dire non, qu'il n'y a pas eu accident alors qu'il y a accident. J'ai appris cette information, cette triste nouvelle dans la Bina. Je suis allé me renseigner. C'est vérifié qu'un véhicule qui devrait charger 15 personnes a surchargé et aller au-delà de 26 personnes. Surchargé. Ah bon, 46. Voilà. Aller au-delà de 26 personnes. Mais je précise que ce n'était pas un véhicule qui faisait partie du convoi du président de la République. Voilà. Donc, l'accident est survenu. Sur les lieux, on nous avait signalé 2 morts. C'est ce qui était bien vérifié, mais par la suite, on ne sait pas si il y en a eu encore d'autres. Mais ce qui est qu'on a obtenu 2 morts, ce qui n'est pas du tout bien. Il faudrait que les organisateurs, même de chaque parti politique, prennent soin de sensibiliser les militants. C'est vrai, la campagne, il faut aller convaincre l'électorat, mais il faut préserver à tout prix sa vie. Après la campagne, on doit vivre. Si on ne vit pas, celui qui va gagner, il va gouverner qui? C'est dommage que les gens puissent se livrer à tel genre d'actes pour perdre gratuitement leur vie. Il faut que les gens acceptent de refuser quand un véhicule est déjà surchargé, refuser de monter à bord
et préserver sa vie. Eh bien, un accident de la circulation arrivera toujours, mais vigilance et prudence à toutes les équipes de campagne. L'accident qui a survenu à Pagoda, dans la Bina, ce n'était pas dans le cortège, mais c'était l'une des équipes de campagne du candidat Faure Gnassingbé. Encore une fois, vigilance et prudence dans toutes les équipes de campagne. Bon, nonobstant cela, et comme l'écrit le confrère Temps Nouveau, pour le moment, toutes les campagnes se déroulent dans la paix et la civilité. Alirou? Oui, dans la paix et la civilité, parce qu'aucun incident n'est encore signalé jusqu'alors, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on peut souhaiter à tous les états-majors de pouvoir continuer dans ce sens, parce que la campagne, ça se passe en 2 semaines. Après, tout le Togo va continuer son bonhomme de chemin. La vie, elle continue. Donc, je crois que nous prenions ces jours de campagne comme des jours ordinaires, mieux ça vaudra pour nous. Parce que ce qui s'est passé dans la Bina avec mort d'homme, je crois que quand les forces de sécurité sont dans leur rôle de contrôler les véhicules qui passent, quand ils viennent à constater de telles situations, je crois qu'il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est pas parce que on est en train de transporter des militants d'un coin A à un coin B que tout doit être permis. Non, c'est pas possible. Un bus de 15 places reste un bus de 15 places et non un bus de 46 places. C'est pas parce qu'on va pour grossir une certaine foule à un niveau que on doit permettre cela. C'est pas la première fois. On a vu des gens bien surchargés en pleine capitale qui sont tombés et qui sont morts ici même. Donc, je crois que c'est légion. On va à une campagne pour voir celui sur qui on va porter le choix, ce qu'il fera après. Mais si on meurt, est-ce qu'on va voir tout ça là? Donc, vivement que la police et la gendarmerie, qui sont surtout routières, jouent à fond leur rôle. Quand c'est surchargé, qu'on ne permet même pas à ce véhicule-là de continuer. Maintenant, s'agissant du caractère un peu civilisé de la campagne, on n'a pas encore connu des débordements langagiers. Les gens sont quand même dans une certaine réserve, on se respecte, et puis il n'y a pas d'accrochage aussi qu'on peut signaler. Donc, vivement que ça continue comme ça pour les 2 semaines, et que la suite aussi soit aussi sereine, et que cette élection ne donne pas lieu à d'autres cauchemars qu'on aura à gérer. Donc, vivement que ça dépendra du message que chaque candidat passe. Mais quand les candidats ne sont pas violents, ça a une incidence sur la base militante aussi. Mais c'est quand les candidats viennent à professer la violence avec des diatribes vis-à-vis de l'autre, c'est là que ça peut un peu faire flancher la situation qu'on connaît actuellement. Merci. Pour le moment, d'après les échos qui nous parviennent, des équipes de campagne, également la FOSEP qui émet quotidiennement des communiqués de presse sur la campagne. Tout se passe bien. Espérons qu'il en sera ici et que aucun candidat ne versera dans l'excès l'engagé, et que les foules, les équipes de campagne également se respectent mutuellement. Ceci étant, maintenant, les faits de campagne, et comme l'écrivait tantôt un journal, on a l'impression sur fait que c'est les équipes de Faure Gnassingbé et de Fabre Jean-Pierre qui occupent le territoire. D'après les échos de campagne qui nous arrivent, surtout de la partie nord du Togo, on annonce que Agboyom également s'est lancé sur le terrain le week-end dernier. C'est ce qu'on peut dire pour le moment, Didier Assogba. Oui, évidemment, c'est ce qu'on peut dire. Moi, j'en vois 3 au lieu de 2, parce que si on considère ce qui se passe dans le nord du pays, il y a 2 candidats là qui font véritablement la campagne. Il y a le président sortant, candidat du parti uni Faure Gnassingbé, qui a multiplié les meetings depuis vendredi dernier avec un lancement à Niamtougou. Après, on a eu Ketao, Kanté, bien d'autres villes après. Et Jean-Pierre Fabre qui a démarré à Saint-Cassé. Et selon les informations, justement, c'est vrai qu'il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'affrontement au niveau de cette campagne. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent de là, des informations qui viennent de là, qui font état de ce que un certain nombre de meetings du candidat Fabre a été empêché. D'abord à Saint-Cassé, à Tandouaré, à Gando également ces derniers jours. Donc
Mais Fabre a parcouru ces villes. Il est arrivé hier, je pense, à Sokodé. Il a tenu un meeting hier à Sokodé, à Tchamba également. Et donc, sur ce plan-là, tout va bien avec le président sortant également qui était à Bafilo puis à Anié hier également. Mais Agbome Kodjo, lui, il a décidé peut-être de parcourir le Togo du sud au nord. Pendant que les autres descendent, lui, il essaie de monter. Il était dans les lacs Evo ce week-end. Je pense qu'il doit être aujourd'hui, il doit finir Vaux aujourd'hui et entamer Yoto et Zio à partir de demain. Donc, je pense que les deux vont bien. On a signalé le problème, la difficulté qu'a eu le candidat Georges-William Kessan pour lancer sa campagne avec le décès de sa mère. Il a un deuil, il faut donc finir cette page-là d'abord. Et les autres candidats, on a vu Tchassona également, qui a essayé de lancer qui a lancé son projet de société à Lomé le week-end. Aimé Tchaboré Gogé qui également procède par le porte-à-porte. Donc voilà, grosso modo, la campagne, que chacun essaie de la mener à sa façon. Prions juste que le Togo puisse gagner juste à la fin et que les incidents, ou les incidents, quoique mineurs, mais les empêchements de certains candidats de tenir des meetings à des endroits, soient pas des choses qui se répètent au fur et à mesure. Parce qu'il a été dit à tout le monde que dès que la campagne démarre, tous les candidats sont sur le même pied d'égalité. Et donc, si on doit empêcher d'autres candidats de battre campagne sous prétexte qu'un candidat va venir là-bas, donc vous n'avez pas droit, je pense que ça va commencer par léser. Alors, dans ce sens, il est important si des gens se sentent brimés, ça peut amener des gens à durcir le discours et le pire peut arriver. Effectivement, il faut également rappeler que à la veille de la campagne, le président de la CENI a quand même, sur la base des articles du code électoral, rappelé que les candidats ont quand même le devoir d'informer les autorités du lieu. Je ne me rappelle pas le temps, mais chaque candidat doit informer le préfet ou le maire de la localité quelques jours, quelques heures d'avance pour organisation matérielle éventuellement, pour permettre également à la FOSEP de coordonner toute cette équipe-là de campagne. Oui, Lucien? Bon, moi, le problème de la campagne électorale, ici comme ailleurs, puisque moi j'ai été invité même dans les pays européens, Allemagne, pour couvrir les élections, c'est une question de moyens. C'est vrai, on parle généralement que oui, il ne faut pas dépasser tel quota, mais c'est une question de moyens et de choix. Comme vous venez si bien de toucher, on constate que Faure et Fabre ont commencé par de haut en bas. Ils ont commencé leur campagne de là-bas. Et peut-être qu'ils ont les moyens de commencer là-bas pour venir en bas, c'est-à-dire vers les régions maritimes, pour nous appesantir. Je crois que Faure a dû faire une petite réflexion, c'est que la région maritime ne lui sourit pas trop. Il vaut mieux se concentrer sur ça au dernier moment, donc il commencera là pour venir ici. Par ailleurs, comme ça se vient de mettre l'accent là-dessus, et nous tous nous l'avons dit, toi tu l'as dit, les candidats ne doivent pas armer les esprits. J'ai dit c'est une question de choix. Si un candidat décide de faire une campagne, il privilégie les médias, c'est son droit. Si un candidat dit de faire une campagne porte à porte et qu'il le fait, peut-être, parfois c'est plus efficace. Il y a des candidats, celui qui a eu l'idée de poser une candidature doit nécessairement, le jour venu, ne pas rester chez lui. Mais ce qui est important que nous devons savoir aussi, c'est comme tu viens de le dire, c'est parce qu'on dit qu'il y a une campagne électorale que le candidat se pointe ici, il fait sa campagne, puis quelqu'un vient le toucher, il dit là-bas aussi c'est bon, il s'en va. Parce que je suis journaliste, j'ai couvert, j'ai su. Les gens, les leaders sont là, ils font une campagne, un meeting, ils réussissent. On lui dit, mais si nous allons là-bas à 2 km à côté, c'est là où les choses commencent. Donc, nous ne pouvons pas actuellement, en tant que journaliste, accuser les forces de sécurité, accuser les partis politiques, mais il faut que chacun mette un peu du sien. Merci. Pour que la campagne, comme ça vient de commencer, s'il y a des choses, creusons pour voir à qui la faute. Alors, pour ce que les éléments qui nous arrivent, c'est un véritable marathon que les candidats parcourent. Si vous voyez le nombre de localités que Faure Gnassingbé
ou Fabre Jean-Pierre, ou à Gbayome, les localités qu'ils ambitionnent de couvrir quotidiennement, alors là on comprend que le Togo a beau être un petit pays, mais il faut quand même du temps pour le parcourir. Alors venons-en maintenant au candidat Faure Gnassingbé. Nous allons descendre sur les autres. Et comme l'écrit Nouvelle Opinion, Faure Gnassingbé s'engage personnellement dans la bataille électorale et on le voit au jour le jour. Ça c'est Nouvelle Opinion. Quant à Togo Matin, il écrit que Faure Gnassingbé a lancé sa campagne dans l'humilité et rien qu'à écouter les propos que Faure Gnassingbé tient au cours des meetings, vous comprendrez que il se garde de verser dans l'arrogance. Et Courrier de la République qui nous ramène au début de la campagne de Faure Gnassingbé, élection présidentielle au Togo, ça démarre fort dans l'acquérant avec le candidat Faure Gnassingbé. Écrivez-vous, Tchakala. Oui, justement, vous savez, ça démarrait très fort. Les gens n'ont pas observé cette retenue-là avant de se lancer dans la campagne. Quand vous allez au niveau de la région de l'Akara, plus précisément, j'ai pris le cas de la préfecture de l'Akhéran, où en l'espace de 6 mois, les populations là ont reçu par 2 fois la visite du président de la République, une fois pour le conseil des ministres délocalisés, la dernière fois pour l'entame de la campagne proprement dite du président sortant. Donc je crois que les populations ont été marquées par ce fait et le coordonnateur du milieu, d'après les informations que nous avions, a lancé très fort. Il n'y a pas eu de ronde d'observation, donc tout a commencé fort, comme histoire de dire que nous allons être reconnaissants par rapport à tout ce que celui-là qui est en train de demander notre suffrage a su bien faire pour nous. Donc je crois que le coordonnateur préfectoral, monsieur Ouchancha, a mis sa machine en branle, et une machine apparemment rodée, parce que il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Il y a des activités socio-culturelles, il y a le porte-à-porte, il y a cette rencontre B2B entre certains acteurs préfectoraux et le coordonnateur pour toucher du doigt certaines réalités. Donc, c'est de bon aloi quand on a une préfecture qui a toutes les attentions du candidat. Je crois qu'en retour, qu'est-ce que le coordonnateur peut demander? C'est de demander à ce que la base militante puisse rétribuer à ça juste valeur celui-là qui... Sur la base du développement de le Courrier de la République, Uriel, votre journal Méga Info aussi écrit que l'acquérant réaffirme son entière adhésion aux idéaux du Parti uni et à son candidat Faure Gnassingbé. Ça a été vraiment une campagne méga, d'après ce que vos journaux écrivent. Ne serait-ce qu'à voir seulement la mobilisation le vendredi passé pour être convaincu que cette préfecture n'a de l'œil que pour le candidat du Parti uni. Bon, en tout cas, moi j'étais sur le terrain, j'attendais voir d'autres candidats pour apprécier. Voilà, pour apprécier, merci le doyen. Mais je n'ai pas encore rencontré, jusqu'à ce que je ne quitte la région de l'Akara, je n'ai pas... Peut-être que vous devriez recourir au programme de campagne de cette candidate. Si, parce que j'ai croisé Fabre Akara, justement. Mais précisément sur l'Akhéran, j'avoue que Faure Gnassingbé, qui est le candidat du Parti uni, a joué à la famille. Il a joué à la famille, non seulement il était là tout dernièrement, il est revenu. Au lieu de battre une campagne avec le folklore, il a préféré échanger avec les différents groupes organisés sur leurs difficultés et sur ce qu'ils ont déjà réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi, ce qui reste à faire. Il a pris le temps comme si un maître et ses élèves, ils ont échangé, ils ont tout fait. C'est une nouvelle allure que moi j'ai particulièrement appréciée positivement. Et il semble que c'est la même chose qu'il aurait fait à Ketao. Après Niamtougou. Donc, on va le suivre. On va le suivre. Nous le suivons déjà. Et comme le disions, Faure Gnassingbé et Fabre Jean-Pierre ont démarré par le nord, un véritable marathon. Et à ce niveau, ce que disait si bien Lucien Dossou-Mensah, la preuve est faite que pour faire campagne, il faut avoir les moyens. Et dans les camps de Uni, on constate que les moyens existent, les moyens matériels, le candidat qui voyage par hélicoptère, les équipes avec des véhicules et comment, et puis la méthode unie, ou bien la méthode Faure, Didier Assogba, c'est que
Faure Gnassingbé, il se lance personnellement dans la campagne, mais il met à contribution ses collaborateurs. De la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, pratiquement chaque ministre, chaque directeur est envoyé dans sa préfecture, dans son canton, pour ne pas dire dans son village. Ben, naturellement, ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Si, de par le passé, on voit juste le chef de l'État sortant, pas nécessairement Faure Gnassingbé, mais le président qui est candidat à sa propre succession, qui va juste faire quelques meetings. Avant, c'était les collaborateurs qui faisaient le travail de terrain et qui essayaient d'offrir la victoire. Cette fois, le président sortant, donc qui est candidat, est descendu lui-même personnellement dès les premières heures de la campagne dans la bataille pour aller séduire les populations, mais ça ne dispense pas les autres qui prenaient le plaisir hier de le suivre partout où il est, mais plutôt il a décidé de les renvoyer chacun dans sa localité, chacun dans son village, pour aller commencer par lancer la campagne et mobiliser la base en attendant que... Et les passages du candidat ne sont que des occasions d'apothéose. Évidemment, pour juste faire un grand meeting, on va dire. Donc aujourd'hui, et ça ne surprend personne, ceux qu'il envoie dans leur localité, dans leur village, sont des gens qu'on connaît. Le président de l'Assemblée nationale, qui dit président de l'Assemblée nationale, parle de moyens également. Ça veut dire qu'elle en a. Les ministres n'en parlent pas. On connaît les ministres du Togo. Ils ont de l'argent. Ils peuvent mobiliser pour les DG. Ils ont de l'argent. Ils peuvent mobiliser pour leurs candidats. On sait, le doyen a touché un mot. Une campagne électorale, c'est une question de moyens aussi. Et on sait toujours de relations. On sait toujours que c'est souvent déséquilibré entre un candidat du pouvoir et les candidats de l'opposition qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Mais le président de la CENI, en lançant la campagne, a dit quelque chose qui doit retenir l'attention de tout le monde. C'est pas forcément parce que quelqu'un vient avec tous les moyens qu'il faut forcément aller donner le vote. Mais votons en toute âme et conscience, sur la base des projets de société surtout, parce que cette fois, ce débat-là n'est plus là. On n'accuse plus les autres de ne pas avoir de projet de société parce que presque tous les candidats en ont cette fois. Et donc, allons choisir ce qui est meilleur. Si c'est le meilleur projet, consolidation des acquis, programme national de développement ou carrément mes engagements renouvelés pour le Togo, ou encore le projet de transition et bien d'autres projets, il faut que, après le passage de tous, les populations puissent faire le meilleur choix possible qui impulserait une belle projet de société des candidats se trouve dans les journaux. Le confrère L'Audience qui écrit l'essentiel sur le programme de société des candidats. Chacun des candidats se trouve dans ce journal, tout comme Temps Nouveau également qui nous parle des potentialités des différents candidats. Pour dire, hier, certains se plaignaient que des candidats n'auraient pas des projets de société. La preuve est faite qu'ils ont des programmes qu'on peut découvrir sur les journaux, sur les réseaux sociaux et autres. On a assez parlé de Faure Gnassingbé. Descendons et parlons un peu d'un des candidats aussi, Agboyome Kodjo. Évangéliste Senghor, vous nous avez dit que vous semblez plutôt soutenir le candidat Agboyome. C'est ça. Eh bien, dites-nous quelles sont 2 ou 3 raisons pour lesquelles vous optez pour le candidat Agboyome Kodjo. Bon, tout d'abord, je vais dire que nous, on s'est ralliés derrière la vision quand même de Monseigneur Kpodjoro. Bon, c'est une association des serviteurs de Dieu qui date depuis 10 ans, où nous avons eu à penser qu'est-ce que nous allons faire pour cette nation. Bon, notre devoir, c'est vrai, peut-être que ça, vous allez me poser la question de savoir si les pasteurs, les évangélistes font la politique. Je vais vous répondre. Comme vous-même vous posez la question, et bien répondez-y. Voilà, effectivement, la vraie politique, ou bien pour parler de la politique, c'est un serviteur de Dieu qui doit faire la politique. Parce que la nation togolaise, ou bien toutes les nations, c'est pour les enfants de Dieu. Pourquoi je dis c'est pour les enfants de Dieu? C'est à nous d'apporter la lumière dans une nation. En prenant quoi? La vérité. Vous voyez? Donc, depuis un certain temps, nous avons eu à réfléchir parce qu'il y a des irrégularités, ça ne va pas sur certains plans. C'est vrai, le président actuel
nous n'allons pas dire qu'il n'a rien fait. Nous le saluons pour ces œuvres qu'il est en train de faire. Mais nous voyons que vraiment il y a de manquements. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour que vraiment que ça puisse aller dans de bonnes conditions comme Dieu le désire. Donc il fallait maintenant essayer quand même de chercher la voie de la vérité. Voilà. Parce que nous avons nos aînés qui sont nos papas, les serviteurs de Dieu. Sur le bilan de Faure Gnassingbé, lui-même il le présente sur le terrain, il dit qu'il n'a pas tout fait et ses adversaires l'attaquent justement sur son bilan. Alors, en face de Faure Gnassingbé, il y a 6 candidats. Alors, qu'est-ce qui fait que votre association opte plutôt pour Kodjo Agboyome? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que Monseigneur Kodjo ne s'est pas levé comme ça pour choisir Agboyome Kodjo. Vous voyez, c'est un homme de Dieu. Et avant de prendre cette décision, je crois que vraiment il est parti à l'en-face de Dieu. Et c'est Dieu, je suis sûr que c'est Dieu qui l'a donné ce choix. Et voilà, c'est nous aussi qui avons la même vision que ce vieux. Je suis en train de parler de Monseigneur Kodjo. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quand même s'aligner quand même de notre prélat. Et effectivement, nous, notre objectif, c'est la paix et l'alternance. Parce que depuis un certain, Faure déjà fait 15 ans, où son papa avait fait déjà 35 ans, mais vous voyez, on ne peut pas comparer, on peut 38 ans. On ne peut pas comparer une seule chose. Il faut comparer 2 choses. Moi, j'ai la grâce de Dieu de connaître au moins 8 pays dans la sous-région, et je vois que, franchement, le Togo a besoin de la Donc, si vous comprenez bien, c'est le fait que Agboyome Kodjo a été choisi par Monseigneur Kodjo que vous alignez. Nous alignons parce que c'est un monsieur qui n'a pas vu le travail que ce monsieur a battu dans ce pays. Vous voyez, quelqu'un qui était vraiment, qui a occupé des postes de responsabilité sur certaines sociétés de la nation, même fut ministre plusieurs fois. Moi, je vais vous donner un exemple très palpable au niveau du port. Nous tous savons qu'il est passé par le port. C'est un monsieur. Maintenant, venons au candidat. Donc, si je vous suis bien, vous alignez derrière Agboyome parce qu'il a été choisi par Kodjo. Or, il y a tout un débat, pour ne pas dire une polémique, sur la méthode de Kodjo. Récemment, c'est le ministre de la Justice, puis Agboyome, qui a encore sorti un communiqué relayé aujourd'hui par le Combat du Peuple et Forum de la Semaine. J'en lis juste un extrait. Le ministre dit: depuis quelques mois, il nous a été donné de constater que des déclarations, propos et comportements de certains acteurs politiques et religieux sont de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale. Plus loin, le ministre écrit que ce candidat, votre candidat Agboyome, et le prélat ont fait un usage abusif des symboles et emblèmes du pays, en l'occurrence le drapeau et l'hymne national. Et le ministre Agboyome trouve que ce sont des agissements à la limite de la légalité. Et Évangile Senghor, si vous suivez bien l'actualité, vous devez vous rappeler que à Niamtougou, le candidat Faure Gnassingbé a aussi relevé cet aspect-là. Alors qu'avez-vous à réagir à ce que les gens vous reprochent comme mélangeant un peu les symboles de Dieu et de la République? Non, c'est vrai, j'ai écouté effectivement Faure Gnassingbé dans son discours, il a parlé de ça, mais je vais dire tout à l'heure que ce n'est pas que vraiment que nous sommes, ou bien les hommes de Dieu sont en train de semer de panique ou bien de troubles dans la politique. Non, je crois que ce n'est pas ça. Vous voyez, un homme de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent quand même prôner la vérité. Vous voyez, non? Nous sommes tous des Togolais. Monsieur Senghor, le philosophe vous dira que la vérité est relative. Est relative. Voilà, ça veut dire qu'il faut, si je parle de la vérité, tout à l'heure, ça veut dire que il faut quand même, je suis en train de parler de l'alternance. Vous voyez, non? Nous, notre devoir, c'est quoi? C'est-à-dire nous voulons de l'alternance. À ce niveau-là, M. Senghor, encore une fois, tous les 6 candidats en face de Gnassingbé prônent l'alternance. Eh bien, alors, le candidat Agboyome, vous savez qu'il est vu d'un œil ou d'une autre part, selon qui le voit. La preuve, le combat du peuple, Lucien, vous titrez sur l'élection Agboyome, sur l'élection présidentielle, et vous écrivez une candidature à controverse. Agboyome Kodjo, passé maître dans l'art de mentir vrai. Écrivez-vous, Lucien? Oui. Dans ma carrière de journaliste, j'ai fait 28 ans. Tout à l'heure, quand notre homme parlait, il a dit que Adema a fait 35 ans, tu as corrigé 38 ans. Son fils a fait. Adema a fait 38 ans. Au moins, Agboyome a fait 30 ans avec lui.
Et il était une figure du bout de la dictature. Je n'ai rien contre Agbeoumé. Je l'ai toujours écrit. Mais il faut que les gens qui vont voter pour Agbeoumé ne se fient pas seulement aux inspirations de Monseigneur Pojoro, qui prennent le temps parce qu'eux n'étaient pas encore assez grands, la plupart n'étaient pas assez grands. Ils doivent connaître le parcours de l'homme, ce qu'il avait fait jusque dans sa propre préfecture. La dernière fois, pas plus tard que l'autre samedi, j'ai été même dans son village. Les gens n'ont pas oublié. Donc, il faut que les gens soient libres de voter pour lui, mais il faut qu'ils le connaissent. Moi, ce que j'ai fait, c'est une sorte de portrait, de schéma. Parce que quand Agbeoumé parle, je le suis très bien. Je dis, il a le secret de mentir vrai. Il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais il a une façon de les présenter. Bon, moi, je ne vais pas parler de moi, mais je sais ce que j'ai vécu à Agbeoumé en tant que journaliste. Je n'ai jamais eu directement affaire à Yadima, mais ils étaient les intermédiaires entre Yadima et nous. Et en tant que Premier ministre, en tant que président de l'Assemblée, tout, Agbeoumé décidait, on rendait compte à Yadima qui est dans son coin. Mais je veux que les Togolais lisent l'article que j'ai publié, que les Togolais voient ce qu'il était. Et il y a une chose que je voulais dire qui est très important, je le dis, c'est catégorique. Agbeoumé a lancé une bonne campagne, mais sont passés le tir en bas. Merci. Et bien, le tir en bas, finir... et je conclue. Oui, concluez. L'ennemi numéro 1 d'Agbeoumé, c'est Agbeoumé lui-même. Et c'est ce que vous écrivez, Alirou. Lorsqu'il lançait sa campagne le vendredi dernier à Nyokonakwe, ici, Agbeoumé disait et appelait ses sympathisants à être présents dans les bureaux de vote à 7 heures et que déjà à midi, lui, il pourrait donner les premières tendances, sauf que les tendances ou les résultats de l'élection présidentielle, il ne revient pas à un candidat de les donner. Il faut attendre, disons, la CENI. Là, c'est juste une disposition légale. Non, mais vous savez, Agbeoumé, c'est un requinqueur de foule, c'est un harangueur de foule. Non, vous savez, c'est tout à fait normal. Vous voulez qu'il dise quoi? Quand l'abstention est la chose la mieux partagée quand on parle d'élection. Donc, quand Agbeoumé dit ça, cela aura le mérite de booster la base à sortir massivement. Quelqu'un qui dit, mais sortez de vos maisons à 6 heures, rejoignez les bureaux de vote à 7 heures et à midi, c'est une façon de doper les gens à sortir. Ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de chose. C'est pas lui qui donne, il sait bien, il connaît bien les lois du pays, mais c'est une façon de demander aux gens de sortir massivement, de prendre d'assaut les bureaux de vote et d'accomplir leur devoir civique. Je retrouve disons la formule précise d'Agbeoumé telle que Mega Info l'écrit. Je cite, Agbeoumé Kodjo dit: si à 6 heures vous vous levez et à 7 heures vous votez, je vous ramène la victoire à midi. C'est le propos authentique de Agbeoumé, sauf que du Sogba, les bureaux de vote ne ferment pas à midi. Même d'autres ouvrent à midi. Non, évidemment, comme le dit, moi j'étais pas dans le Grand Nord. Et je veux dire, jusque là, c'est le seul événement que j'ai suivi, que j'ai couvert. Pas de près non plus, mais de loin. Mais je l'ai suivi quand même. Et moi, l'article là, je l'ai écrit personnellement. En fait, il n'a pas parlé de tendance. C'est une formule pour dire que si vous votez massivement, nous aurons la victoire. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que vous voulez que les candidats disent? J'ai lu, j'ai écouté même le président sortant, Faure Gnassingbé, dire pareille chose. Non, les candidats d'unir. Bon, le candidat d'unir. Bon, ok. Si tu préfères, le candidat d'unir. Le candidat d'unir, il a dit que j'ai entendu un coup KO, ça veut dire que vous devez sortir de chez vous à 7 heures et que à 7 heures déjà vous votez, à 14 heures vous votez pour que nous puissions avoir le coup KO. Voilà, donc chaque candidat a son slogan, a sa façon d'habiller, la façon il mobilise la base, la troupe pour aller voter pour lui. Et donc, je pense que le candidat Agbeoumé, très féru qu'il est, très rusé, comme vous-même vous l'avez su le relever, a évité soigneusement de parler de je donnerai les tendances. Et donc, je pense véritablement qu'on va suivre de près les discours que prononcent tous les candidats et on va analyser de près
mais on ne va pas quand même ouvrir la boîte à Pandore ici et maintenant. Évitons quand même de verser dans certaines choses. Suivons les discours, analysons-les de près et de loin pour ne pas créer de la psychose ou de ce. Chacun est parti au marché pour vendre. Donc, comme l'a dit mon frère, et puis, vous voyez, moi je voudrais quand même ajouter quelque chose, dire quelque chose à ce que papa vient de dire tout à l'heure. Lucien. Vous voyez, chaque personne, chaque créature, un individu a son passé. Moi qui suis évangéliste, un serviteur de Dieu, j'ai aussi mon passé. Que ce soit un passé positif ou négatif. Vous voyez, c'est-à-dire que nous devons quand même oublier tout cela pour, vous voyez, un pécheur aussi peut devenir quelqu'un de bon. Je sais, Paul, merci. La preuve, ma petite foi de chrétien catholique nous enseigne que le pécheur peut se convertir et devenir bien. Et dans ce sens, une auditrice voudrait demander à Lucien, c'est certes, on peut dire que Agboyome ment, mais Lucien, l'auditrice veut savoir, est-ce que vous connaissez un seul homme politique qui ne ment pas? Non, je sais qu'en politique, on peut mentir. Mais il faut toujours mentir intelligemment. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, il est 12 heures. Nous allons nous ouvrir sur les auditrices auditeurs. 93.5 Canal FM. Eh bien, sur les questions de proximité et le large écho sur la campagne électorale, la parole est à vous. Le premier auditeur, Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, allez-y rapidement. Oui, je vais y aller rapidement. Et pour ce qui concerne le prix que la Banque mondiale a décerné... C'est pas un prix, c'est un rapport. C'est un rapport. Oui. Bon, je vous avais posé la question de savoir est-ce que les critères... Est-ce que c'est toujours propre à eux? On ne peut pas savoir les critères sur lesquels ils se basent pour décerner, pour faire ces rapports. Eh bien, vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale et vous aurez les éléments d'appréciation qui fondent la banque à publier ces rapports. D'accord. Pour la deuxième question, est-ce que c'est une question? Et pour la campagne, je l'avais écouté sur une radio-concert ce matin. Bon, pour ce qui concerne le drapeau que Agboyome a balancé dans une église, ça fait polémique. Et dans le fait que 2 mois, il y a un pasteur qui a même étalé le drapeau sur le terrain de ses frères à côté. Ça n'a pas fait polémique. Pourquoi c'est dans une église que ça doit faire polémique? Donc, quelque part, je pense que Agboyome constitue un obstacle pour le pouvoir. C'est votre appréciation, mais ce que je note, c'est que ce qui fait polémique, pour ne pas dire controverse, c'est que Monseigneur Kpodjoro a remis le drapeau togolais à Agboyome, l'un des candidats à l'élection présidentielle dans l'église. C'est ça qui fonde la polémique, notamment le communiqué du ministre de la Justice qui vient de sortir et que vous pouvez découvrir dans les journaux. Monsieur Sandro, bonjour. Oui, bonjour, Sass. Oui. Bonjour, le plateau. Oui. Bon, vous parlez tout à l'heure que le candidat Agboyome dit que si les gens votent à 7 heures, bon, lui va leur amener la victoire à midi. Bon, le slogan là, moi je peux le comparer à ce qui s'est passé réellement le 20 décembre 2018, quand les Togolais étaient restés à la maison et on n'a même pas vu les gens au dehors, mais bon, notre ministre Gilbert Bara nous a dit que même à 5%, l'élection est valable. Et aujourd'hui, la première chose qui peut inquiéter le parti au pouvoir, c'est l'affluence des gens qui vont sortir le jour de l'élection. Et là, si l'affluence est énorme, ils comprendront que ceux qui étaient restés à la maison auront nécessairement à voter pour l'opposition qui est en face d'eux. Et là, ils seront inquiétés pour voir que le résultat peut balancer d'un côté ou d'un autre. Donc, bon, faut pas toujours se polémiquer que, bon, le candidat a menti ou pas. L'essentiel, c'est que pour inciter les Togolais à sortir pour résoudre le problème de l'abstention qui dure depuis des temps pour les élections dans notre pays. Merci. Okay, c'est pas de la polémique. On peut ajouter que, comme on l'a dit, comme nous l'avons dit tantôt, Fort aussi appelle les sympathisants, la population à voter. C'est le même message que porte Fabre Jean-Pierre également. Partout où il passe, tous les candidats appellent les candidats à sortir massivement le jour du vote. Le prochain auditeur, comme l'envie d'avait dit, bonjour.
Bonjour. Oui. Je salue les invités. Nous vous saluons aussi. Et j'ai un message particulièrement adressé au pasteur l'évangéliste Senghor. Oui. Pour tirer leur attention. Mm-hmm. Et le président de la CENI avait pendu un communiqué entre temps que les candidats ont droit de faire un meeting, de circuler dans tous les contrées sans entrave. Mais ce qui se passe dans le Wawa, plus précisément à Kwete-Bena, c'est le contraire. Le chef canton de Kwete-Bena conviait les chefs du village pour leur dire à la population de ne pas parler de la politique, de ne pas se promener pour parler de la politique, sinon on va les arrêter. Au même moment, les partisans du pouvoir font campagne dans les villages. Pourquoi cette injustice? Vous êtes certain de ce que vous déclarez là, que le chef de Kwete-Bena... J'étais là-bas depuis le week-end. Ok, là c'est vous qui nous en informez. Oui. Et en de telles circonstances, nous renvoyons de telles questions au préfet de la localité, au maire et à la FOSEP. Et pourquoi pas au ministre de veiller à ce que tous les candidats puissent avoir accès à toute l'intégralité du territoire. Encore une fois, et comme l'a dit le président de la CENI, il faut que les candidats ou leurs représentants communiquent quand même à temps les programmes d'activité aux autorités de la localité. Eh bien, déjà le tuteur en ligne, Johannes. Alors, bonjour. Oui, bonjour à vous. Ok, j'ai 2 points à souligner. Alors, je me suis procuré, le premier point, je me suis procuré le combat du peuple aujourd'hui. Concernant le dossier sur l'Agbéo, mais ils sont passés tout ça là. J'ai lu cette partie-là jusqu'à la fin. Mais la seule question qui me revenait en évoluant dans le récit, c'est de me demander, bon, est-ce que on peut parler d'impartialité dans ce cas? C'est-à-dire que je ne comprenais pas... Impartialité de la part de qui? Du journal, de la part de Lucien Jossou. Ok. Parce que après avoir lu tout ça, la seule question que je me posais, est-ce que il peut faire un tel papier sur celui qui nous dirige pendant 15 ans et qui est reparti en campagne aujourd'hui? Depuis que Paul Nyassigbe est au pouvoir, je n'ai jamais entendu un journaliste, et en l'occurrence Lucien Jossou Messan, nous faire un tel papier pour dire que en ce temps-là, Paul Nyassigbe a fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en période de campagne et il nous ressort ça dans son journal. Je me pose des questions. Merci. Il va vous répondre. Oui. Maintenant, votre seconde question. S'il vous plaît, je vais terminer. Non, vous avez posé la question, il va vous répondre. Okay. Maintenant, passez à la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, écoutez, M. Saad, nous sommes en 2020 et qu'on nous dise aujourd'hui que pour une élection présidentielle, on empêche encore un candidat de faire une campagne qui a été ouverte officiellement, mais vraiment, et c'est dans ce même pays que, dans des émissions, on nous dit que le Togo il y a un avancée démocratique, tout ça là, et pour une élection présidentielle, on empêche un candidat... Johannes, c'est vrai, vous avez raison, mais le seul fait avéré, c'est l'ANC qui a sorti un communiqué que leur meeting de Gando a été empêché parce que les autorités de la localité disent que Fort Nyasingbe sera dans la même localité. Et nous l'avons dit. Et pour parier à cela, nous avons encore rappelé aux candidats les dispositions de la CENI, à savoir que les candidats informent les autorités de chaque localité à temps. Merci. Ceci étant, Lucien, Johannes vous demande si vous êtes vraiment impartial dans votre traitement de l'actualité en ce temps de campagne électorale. J'ai constaté quelque chose de paradoxal. Au Togo, les gens veulent empêcher les journalistes de faire leur travail. Quand quelqu'un est candidat, on a le droit de faire une rétrospection sur son passé. Que le passé soit bon ou mauvais, on peut le faire. Le premier pouvoir du journaliste, c'est qu'il décide d'écrire pour ou contre quelqu'un. C'est lui qui prend la décision de le faire. Et le journaliste n'écrit pas parce qu'il va plaire à Kodjo ou à Kofi. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas une affaire d'impartialité. Il a lu l'article, je suis très bien, je suis content.
S'il a relevé dans l'article un quelconque mensonge, il a mon numéro sur le journal, il peut m'appeler. Mais je dis, mon travail à moi, c'est de faire ce qu'on appelle un décryptage sur les candidats. Je vais choisir demain un autre candidat, c'est mon droit. Merci. Donc, je n'ai pas dit que j'ai mis les faits. Par exemple, si je dis que dans son village natal, il a tué les gens, ce n'est pas un mensonge. Merci. Nous passons le tour suivant. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Je voudrais juste faire une remarque. Décidément, M. Agboume, la vedette de ce jour. Très tôt ce matin, le ministre Bara a reçu à Canal, à Nana FM, en a parlé en des termes pas très très élogieux. Et vous, aujourd'hui à midi, vous faites la même chose. Au fait, est-ce que Agboume est le problème du Togo? C'est la question que je me pose. Et, évidemment, il a été choisi par un prélat et ce choix ne fait l'unanimité des Togolais. Mais je repose encore la question, est-ce que c'est lui le problème des Togolais? Je voudrais répondre que ni Agboume, ni M. Faure n'apporteront pas de bonheur pour ce pays. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est ceux-là qui accompagnent et Agboume et l'évangéliste qui est avec vous, ceux-là œuvrent pour tolérer la dictature au Togo. Bon appétit. Merci Didier. Vous voulez quand même rappeler à notre ami M. Maglo que nous n'avons pas parlé que d'Agboume Kodjo dans cette émission de ce jour. On a parlé de beaucoup de sujets, de transhumance, tellement de sujets, de Faure Gnassingbé, j'ai l'impression de rappeler tout le parcours de Faure et de Jean-Pierre Fabre, du nord jusqu'à là où il est actuellement. Il doit être dans les niveaux de Anié et tout. On a pris le temps de parler de tous les candidats, de Georges William Kessan, de Aimé Gogué, de Olou, et de Tchassona Traoré également. Donc on n'a pas parlé que d'Agboume. Agboume même, je pense qu'on en a parlé peu. Merci beaucoup. Déjà la technique qui nous annonce le suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Christian. Christian, oui. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Et je n'ai pas grand-chose à dire, mais seulement ce que le pasteur dit de ne pas revenir sur le passé des candidats. Je le renvoie aux États-Unis. Tous les candidats, avant de venir au pouvoir, ils ont un passé, on doit... Merci, mais évangéliste, vous avez compris l'essentiel. Il semble que ailleurs, pas seulement au Togo, que le passé des hommes politiques les rattrape à un moment ou à un autre. Ouais, bon, sinon, qu'est-ce que je vais dire? Parce que vous voyez, Monsieur Sassa, je vois que vraiment, il faut que nous changions un peu de mentalité. Franchement, il y a quelqu'un qui disait que quel est cet homme politique qui n'a jamais commis des erreurs. Je parlais quand on avait pris la femme en flagrant délit dans la Bible, qui a commis de l'adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lancer la première pierre. Et tout le monde a fait laisser tomber sa pierre et ils sont partis. Donc c'est pour dire que si nous voulons vraiment la paix, nous voulons que les choses aillent, qu'on essaie quand même d'oublier le passé et regarder devant. Merci, voilà. Merci. On va recevoir l'ami Kolani. S'il vous plaît. L'ami Kolani, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Non, tu sais que je suis le directeur de campagne pour la dynamique Podura Agoué. Ah ok, là c'est vous qui le dites. Ouais, donc vous comprenez que je suis derrière Agboume. Oui. Ouais, le passé d'Agboume, on ne peut pas le nier. Mais Agboume a payé. Même que ce soit les chrétiens dans votre Bible là. Il y a la prison. Agboume a fait la prison. Lucien Joshua même a dit qu'on l'a enfermé ici à Lomé. Mais il n'a pas eu la chance peut-être de faire l'exil. Agboume a fait l'exil. Même à son pire ennemi, il faut pas souhaiter son exil. Mais ce monsieur, il a fait des choses qu'il a payées. Et c'est son passé qui l'a rattrapé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est cette dynamique-là que nous suivons. Le chef de l'État actuel, on ne le refuse pas. Il a fait des discours où il ne fait que dénoncer. Or, un chef d'État agit. Quand il nous dit une minorité s'accapare, il y a la surfacturation. On brûle 2 grands marchés. Sous son règne, on n'a pas les résultats des enquêtes. Mais lui, s'il n'a pas un passé,
Et il a hérité comment le pouvoir, mes amis. Merci l'ami Kolani. Oui. Bonne campagne pour votre candidat. Oui, non, c'est clair, non, de toutes les façons, nous sommes en train de faire la campagne, mais pour l'émission, là, c'est très important. Et puis, vous êtes en train de poser une question qui est intéressante. Oui. On nous dit, on ne nous voit pas, on n'est pas dans la rue, on fait des caravanes. Non, aujourd'hui, la technologie a avancé que on n'a plus besoin de faire ces bruits-là. Hein. Nous avons dit que vous êtes parti le week-end, que vous avez fait les lacs Vaux, Yoto et ainsi de suite. Non, je parle en général des candidats, quoi. C'est pour vous dire que les euphories des années 90 ne seront plus la même chose aujourd'hui. Merci l'ami Kolani. Bonne campagne à vous. Oui, Uriel, vous voulez? Il y a une contradiction qu'il faut relever rapidement. S'il faut corriger ça, on va le faire ensemble. Vous savez, quand les gens veulent attaquer le candidat du parti Unir, c'est majoritairement par son passé, le passé de son papa. Mais ici, on nous dit d'oublier le passé des autres. Pourquoi ne pas oublier aussi le passé de ceux-là? Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? Si Dieu dit de ne pas tenir compte de ça, mes amis, donc laissons tomber pour tous les autres. S'il faut oublier un passé, il faut oublier tous les passés. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Oui, monsieur Mackay. Oui. Non, en fait, je voudrais vous rappeler quelque chose. Faure marché sur des cadavres pour atteindre le pouvoir en 2005. C'est un passé. Donc, monsieur Lucien Diossou, vous m'excusez beaucoup. Il est vraiment plus âgé que vous là-bas, mais ses réactions, des fois, m'intriguent. Parce que je ne suis pas contre lui, mais en tant qu'AGN expérimenté dans le journalisme au Togo, que je connais depuis. Évitons les problèmes de personnes. Nous parlons de questions nationales, s'il vous plaît. Nous sommes en campagne, laissez-moi parler. Non, c'est vous qui êtes en campagne. Nous sommes ici en émission et les règles. Nous sommes en période de campagne au Togo. Oui, mais nous devons en même temps faire des émissions professionnelles, s'il vous plaît. Fora est passé. Vous aussi, vous avez votre passé. Depuis 15 ans, j'ai mon passé. Tout le monde a son passé. Donc, il ne faut pas miroiter sur Agbeyome. Il vaut mieux tard que jamais. Reprenez votre calme, monsieur Mackay. Comme ça, nous irons ensemble. Oui, Lucien? Je voudrais répondre quelque chose à cet auditeur. Je ne suis pas seulement journaliste. Après les événements sanglants de 2005, j'ai été membre de la commission d'enquête Kofigo par décret présidentiel. Alors qu'on a cassé mes propres maisons. J'ai enquêté pendant 7 mois au Togo. Faure n'a pas marché sur des cadavres pour venir au pouvoir. J'en ai toutes les preuves, je peux lui montrer dans le rapport. Celui qui a signé le décret, celui qui a donné l'ordre, je le connais. J'ai enquêté pendant 7 mois. Je ne veux pas revenir sur cette polémique, parce que ce que je dis, je suis journaliste. Ce que je dis, ce n'est pas un parti pris. Si dans ma parution prochaine, je peux rappeler aussi le passé de quelqu'un. Mais ce que j'ai toujours dit qui est important, je veux que tout le monde reprenne ça. Le premier jour quand Faure est venu, le 5 février, avant même qu'il ait la moindre violence, il avait ce qu'on appelle un secret, un péché originel. Il est le fils d'Adima. Et Adima était un dictateur. Et ça, personne ne lui a pas donné ça jusqu'à présent. Il le sait. Faure même le sait. Donc le problème n'a pas commencé avec les violences de 2005. Le problème a commencé depuis le premier jour. Voilà. Merci. Le dernier auditeur aujourd'hui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Oui, madame Adjovi. Oui. Et je te souhaite joyeux anniversaire. Santé surtout. Et qui vous a dit ça, Adjovi? Je voudrais solliciter nos dirigeants à prendre à bras à corps la sécurité de la population de Kpomé contre les bovins. Contre les bouviers. Les bouviers plutôt. Oui. C'est très important. Oui. Cette situation, ça n'honore pas notre pays. Oui, nous l'avons dit en début d'émission. Merci. Ces bouviers qui violent les femmes, dont les bêtes ravagent les cultures, qui déciment, qui créent des drames. Encore une fois, le ministre Koutera Bataka dit partir en guerre contre ces événements. Nous le souhaitons à tout le gouvernement beaucoup de courage dans la mise en œuvre de ces mesures. Eh bien, nous arrivons au thème de cette émission. Notre invité évangéliste Senghor, vous avez co-animé avec nous, vous avez écouté en direct les réactions des amis auditeurs. Qu'avez-vous à nous dire comme conclusion?
Oh bon, ok. Tout d'abord, je salue vraiment les auditeurs et auditrices vraiment qui ont pu quand même intervenir dans cette émission. Et sans oublier aussi, ça c'est vraiment que Dieu vous bénisse. Je salue aussi les confrères, les frères qui sont aussi sur le plateau. Ma conclusion est que vraiment, après tout, nous sommes tous des Togolais. Et que nous devons vraiment chercher la paix dans le pays dans lequel nous sommes. Et je vais dire tout à l'heure ici que nous, en tant que des serviteurs du Togo, de Dieu plutôt, nous prônons, comme je l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait de l'alternance. Il faut que la population, c'est vrai que nous sommes au 5e jour, 6e jour, excusez-moi, 5e jour de la campagne, et que je vois que bon, c'est vrai, on a bien commencé, et il y a des petites irrégularités autres là, mais bon, nous sommes en train de prier pour que les choses puissent aller dans de bonnes conditions. Merci. Donc, je lance un appel à tous les Togolais de Lomé à Saint-Cassis de voter pour que vraiment que nous puissions avoir l'alternance vraiment au soir de 22 février. Merci Didier Assogba, vous avez 30 secondes. 30 secondes, oui, dis rapidement que je souhaiterais que la campagne continue comme elle a démarré et que les incidents mineurs qu'on a eu à relever puissent être rapidement réglés par les autorités et par la FOSEP et par les préfets, les maires qui doivent quand même comprendre que nous sommes dans une période exceptionnelle de campagne électorale et donc qu'on respecte les règles pour chacun et que les candidats également veillent à ce que les discours restent tels qu'il est à ce stade, que les discours ne montent pas et qu'on n'arme pas les esprits comme on dit souvent parce que c'est ça qui débouche sur ce qu'on vit après les élections. Nous souhaitons que l'élection se déroule de façon apaisée et pacifique et que les passés des uns ne l'emportent pas sur leur présent et que le résultat quand même reflète ce que les populations auraient à décider dans les urnes. Merci. Alors, une auditrice qui fait le constat, pour ne pas dire qu'elle se plaint que nombre de cadres de l'administration désertaient leur bureau et vont faire campagne pour leur candidat. Alors, ont-ils choisi d'être fonctionnaires de l'État togolais ou bien aller servir leur candidat en temps d'élection? Je n'ai pas la réponse, à moins que Tchakala. Non, mais c'est pas le DG, le ministre qui va rester dans le bureau. Et tout ce qu'on dira de lui, ça rentrera dans les bonnes oreilles et les justes décisions se prendront. On dira pourquoi tel n'est pas allé en campagne, tout cela. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est institué depuis, au niveau de certains états-majors. Donc, on est obligé de faire avec. Mais moi, par rapport à cette élection, je demande à tous les candidats d'être modérés dans le langage. Il y a des pics que les gens ont commencé déjà par envoyer. Quand des gens disent individu de tel candidat, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, je voudrais que ces gens-là n'arment pas les esprits, comme l'a dit mon jeune frère, qu'ils se respectent. Et tous sont sur le même pied d'égalité aujourd'hui. C'est au soir du 22 qu'on saura qui est plus que les autres. Donc, à l'état actuel des choses, tous les candidats sont sur le même pied d'égalité et nous souhaiterions que le meilleur gagne. Le meilleur va gagner par rapport à quoi? Par rapport à l'attractivité de son programme de société. C'est ce que nous oublions. Avant, on faisait les procès, de faux procès aux gens que non, ils n'ont pas de programme de société, ils n'ont pas ci et ça. Maintenant, ils l'ont, que les populations s'appuient. Non, que les populations, non, c'est vous qui m'aviez distrait avec le truc. Non, que les populations s'appuient sur ces programmes-là pour faire le choix, pour décider en toute conscience celui-là qui va gouverner le pays au soir du 22 choses. Merci. Lucien Jossou-Mensah. Et ça, tu m'as donné 30 secondes. Écoute bien ce que je vais dire et que tout le monde m'écoute. Moi, personnellement, je suis viscéralement anti-religieux et profondément croyant. Nous tous qui sommes ici, musulmans, tous nous sommes les filles de Dieu. Ce n'est pas un pasteur seul qui est le fils de Dieu, ni Pogiro seul qui est le fils de Dieu. Donc, cessons de faire de l'amalgame entre la religion et l'État. Quand on nous dit que oui, Pogiro est inspiré par Dieu, pourquoi les imams ne sont pas inspirés par Dieu? Donc, cessons ces plaisanteries. C'est de la gaminerie, ça. Merci. Uriel Enyang.
J'espère avoir suffisamment de temps aussi. Rapidement, je voulais attirer l'attention de la HAC et de la CENI que les forces de l'ordre et de sécurité, la FOSEP, à l'intérieur du pays, ils ne jouent pas vraiment leur rôle dans la facilitation la FOSEP. De la couverture médiatique. Ça, j'attire leur attention. S'ils n'ont pas été associés à la formation pouvant leur permettre de faciliter la couverture médiatique, ça, je parle des journalistes. Ce n'est pas cela. Moi, je viens de l'intérieur. Vous voulez dire que les éléments de la FOSEP ne facilitent pas le travail de couverture aux journalistes? Oui, tout à fait. Très bien. Nous adressons ça directement au ministre Yard et à la HAC aussi. Donc, ma dernière intervention, c'est pour rappeler que le candidat d'UNIR, comme vous l'avez dit, n'a pas toujours envoyé ses ministres et autres dans leur localité. Il va, là où il va, s'il y a nécessité qu'un ministre vienne intervenir là-bas, il va avec lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, je lis des journaux, je vois beaucoup de cadres qui travaillent déjà intensément dans les localités où le candidat Fort Gnassingbé n'est pas encore arrivé. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mardi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra bien. Souffrez quand même encore une fois que j'ai une pensée de reconnaissance filiale et éternelle à l'endroit de mon père, de ma mère, de mon épouse et de mes filles et de tous mes chers amis, hommes et femmes de bonne volonté qui m'accompagnaient au jour le jour.